Imaginez ceci. Vous déménagez dans la maison de votre grand-mère, décédée récemment. Le genre de maison qui sent la cire d'abeille et les souvenirs enterrés. Au fond du grenier, sous une bâche poussiéreuse, vous trouvez un vieux téléphone noir à cadran. L'appareil est lourd, froid, il n'est même pas branché. Mais quelque chose vous pousse. Vous décrochez. Et une voix, au bout du fil, vous dit votre nom. Ce n'est pas une histoire. C'est arrivé à Julien, étudiant à Montpellier, en octobre 2003. Et ce qu'il a vécu dans les jours suivants l'a poussé au bord de la folie. Je suis le gardien des murmures, et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du vieux téléphone noir. Scène 1. La découverte. Le grenier de la maison des Cévennes était une capsule temporelle. Julien fouillait à la recherche de vieux livres à vendre pour financer ses études. C'est là que son pied heurta quelque chose de dur sous la toile cirée. Il écarta le tissu poussiéreux et il le vit. Un téléphone standard téléphonique de 1956, noir comme l'ébène, avec un cadran en métal brillant. Le combiné reposait sur son support, aucun fil ne le reliait au mur, aucune prise, juste le silence poussiéreux du grenier. Mais Julien, curieux, un peu moqueur même, prit le combiné. Il s'attendait à rien, pas même à un ton. Le silence fut total. Il allait le reposer quand un léger crépitement statique parcourut la ligne. Et dans ce crépitement à peine audible, il crut entendre un soupir, un long profond soupir d'une fatigue infinie. Il raccrocha brutalement. Son cœur battait à tout rompre. Trop d'imagination, se dit-il, mais il ne pouvait pas savoir. Le téléphone venait de se réveiller. Scène 2, le premier appel. 3 nuits plus tard, Julien étudiait tard. Son téléphone portable posé sur son bureau était éteint. Soudain, la sonnerie déchira le silence. Une sonnerie stridente, métallique, ancienne, celle d'un téléphone à cadran. Impossible. Il n'avait pas de téléphone fixe. La sonnerie venait du grenier. Elle montait à travers les lattes du plancher. Ding-dring, ding-dring. Julien monta, une lampe torche à la main. La porte du grenier était fermée. De l'autre côté, la sonnerie persistait. Ding-dring. Il ouvrit. Le vieux téléphone noir au milieu de la pièce vide sonnait, vibrant sur place, sans être branché. Julien, figé, le regardait. Puis, poussé par une curiosité morbide, il s'approcha. Il décrocha le combiné glacé. « Allô » dit-il, la voix tremblante. La ligne était mauvaise, pleine de grésillements et d'échos lointains. Et puis une voix d'homme, lointaine, déformée, parvint à ses oreilles. Elle ne disait qu'un mot, répété en boucle comme un disque rayé. Julien, Julien, Julien. C'était sa voix, sa propre voix, mais vieillie, ravagée par l'effroi. Il raccrocha, terrifié. Le téléphone était muet, mais sur le cadran poussiéreux, les chiffres 1, 3 et 0 semblaient briller d'une lueur phosphorescente. Scène 3. Les chiffres qui brillent. Julien ne dormit pas de la nuit. Le lendemain, il décida de se débarrasser de l'objet. Il le prit, l'enveloppa dans un sac poubelle et le porta à la déchetterie. En revenant, il se sentit mieux, libéré. Le soir venu, il prépara un dîner. En ouvrant le placard de la cuisine pour prendre des pâtes, il recula d'un bond. Le téléphone noir était là, posé sur une étagère, le sac poubelle soigneusement plié à côté. Il était revenu. Julien le prit, hurlant de rage et de peur, et le jeta par la fenêtre dans le petit bois derrière la maison. On entendit le bruit de la porcelaine et du métal qui se brisaient. Soulagé, il retourna dans le salon. Et sur la table basse, à la place de la télécommande, le combiné du téléphone reposait, propre comme neuf. Le cadran brillait, les chiffres 1, 3 et 0 clignotaient faiblement. Cette fois, c'était un message. 1, 3, 0. Une heure? Une date? Julien, épuisé, halluciné, composa machinalement le 13 sur son portable, suivi d'un 0. Rien. Puis il eut une idée. Il composa 130 sur le cadran du vieux téléphone. Le cadran tourna lentement avec un cliquetis sinistre. Au dernier chiffre, la pièce sembla s'assombrir, et le combiné tout seul se souleva de son support et se balança doucement, comme pendu à une corde invisible. Scène 4. La voix dans le miroir.
Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Julien entendait la sonnerie dans ses rêves. Parfois, au réveil, il trouvait le combiné posé sur son oreiller. Une nuit, épuisé, il se regarda dans le miroir de la salle de bain. Ses cernes étaient profonds. Il se pencha pour se laver le visage. Quand il se releva, son reflet dans le miroir ne bougea pas. Il le fixait, un sourire étrange aux lèvres. Et ce reflet parla, mais pas avec la voix de Julien, avec la voix vieillie et terrifiée de l'appelant. « Tu as composé le code, dit le reflet. Maintenant la porte est ouverte. Ils savent que tu es ici. » Le reflet leva alors sa propre main et pointa un doigt vers Julien à travers la glace. Et derrière le reflet, dans la profondeur du miroir, Julien vit des silhouettes, des formes indistinctes, immobiles qui le regardaient depuis ce qui semblait être un couloir infiniment long. Il recula, heurtant le lavabo. Le miroir se brisa en une toile d'araignée. Au centre, là où son visage avait été, le verre était intact. Et à travers, il pouvait voir une pièce sombre, meublée à l'ancienne. Une pièce qu'il ne reconnut pas. Une pièce où quelqu'un ou quelque chose attendait. Scène 5. La chambre au fond du miroir. Julien sombra dans la paranoïa. Il couvrit tous les miroirs de la maison, mais les reflets le trouvaient. Dans la vitre de la fenêtre, dans le fond d'une cuillère, dans l'écran noir de son ordinateur éteint. Toujours, il voyait cette pièce en arrière-plan. Une chambre avec un papier peint à fleurs fanées, un lit en fer, et ce vieux téléphone noir sur une table de chevet. Une nuit, alors qu'il fixait son reflet dans la fenêtre de la cuisine, il remarqua un détail. Dans la chambre du miroir, sur le lit, il y avait une forme allongée sous un drap, une forme humaine, et le drap bougeait faiblement, comme si la personne respirait. Pire encore, le combiné du téléphone dans la chambre miroir était décroché, comme si quelqu'un était en train de parler ou d'écouter. Julien ferma les yeux. Quand il les rouvrit, la scène avait changé. La forme sous le drap s'était assise. Le drap tombait, révélant des épaules, une nuque, mais pas de visage, juste une masse de cheveux noirs et emmêlés. L'être tourna lentement la tête vers la surface du miroir vers Julien. Il sut alors avec une certitude glaciale que cette chose le voyait et qu'elle attendait son heure. Scène 6. L'inversion. C'est le 13 du mois, à minuit pile, que tout bascula. Julien était assis dans son salon, les lumières allumées, essayant de lire. Le vieux téléphone noir était devant lui sur la table. Il avait cessé de le combattre. Soudain, toutes les lumières de la maison s'éteignirent. Seul un rayon de lune bleutée entrait par la fenêtre, éclairant le téléphone. Le cadran se mit à tourner tout seul, lentement, numéro après numéro. 1, 3, 0. Un appel sortant. Quand il s'arrêta, la pièce changea. Les contours des meubles devinrent flous, comme vus à travers une vitre déformée. Julien sentit un vertige intense. Il regarda ses mains. Elles semblaient plus vieilles, plus ridées. Il se leva pour aller à la salle de bain, mais trébucha. Le sol n'était pas au même endroit. La pièce n'était plus sa pièce. C'était la chambre du miroir. Il était de l'autre côté. Le papier peint à fleurs, le lit en fer, et sur la table de chevet, un téléphone moderne, son téléphone à lui, semblait étranger et menaçant. Il entendit alors un bruit derrière lui, un froissement de tissu. Il se retourna lentement. La forme était debout près du lit. Elle avait toujours les cheveux cachant son visage. Mais elle tendit une main squelettique, d'une pâleur cadavérique, vers le téléphone noir posé par terre dans le salon de Julien, qui était maintenant de l'autre côté du miroir. L'être décrocha le combiné, et dans le salon de Julien, vide, le téléphone noir sonna. Scène 7. L'appel final. De l'autre côté, dans son propre salon devenu étranger, Julien entendait la sonnerie du téléphone noir résonner, forte et insistante. Elle venait de la chambre miroir de son ancienne maison. Il savait, il comprenait maintenant. Le téléphone n'était pas un objet hanté, c'était une porte entre deux réalités, et il avait composé le code qui avait inversé les serrures. Lui était maintenant prisonnier dans la dimension de l'appelant, et l'appelant,
Laplan était maintenant libre dans sa dimension, dans son monde. La sonnerie cessa. Un clic se fit entendre comme si quelqu'un avait décroché de l'autre côté. Puis, à travers la porte de la chambre miroir, qui donnait maintenant sur un couloir sombre et inconnu, Julien entendit des pas traînants, lourds, qui se rapprochaient. Il venait de son salon. L'être avait décroché le téléphone dans le monde de Julien. Et maintenant, il marchait. Il explorait la maison. La sonne sonna à nouveau. Mais cette fois, c'était le téléphone moderne, celui de Julien, posé sur la table de chevet dans la chambre miroir. Il sonnait. Quelqu'un, dans le monde de Julien, l'appelait. L'appelant, lui-même, de l'autre côté. Terrifié, il décrocha. « Allô » murmura-t-il. Au bout du fil, il entendit sa propre voix, jeune et paniquée. La voix de son lui-même d'il y a 2 semaines, quand il avait décroché pour la première fois dans le grenier. Il était en train de parler à lui-même, à travers le temps et l'espace déformés. Sa propre voix lui disait « Ne raccroche pas! S'il te plaît, aide-moi! Il est dans la maison !» Et en arrière-plan, Julien entendait distinctement, à travers le téléphone, les pas traînants de l'être qui montait l'escalier dans sa propre maison. Scène 8. La boucle. Julien écouta, horrifié, sa propre détresse au téléphone. Il était des 2 côtés de l'histoire à la fois, la victime et le témoin impuissant. Les pas dans la maison de l'autre côté s'arrêtèrent. La ligne devint bruyante. Puis une nouvelle voix parvint à Julien. Une voix qu'il connaissait bien. Celle de l'appelant. La voix ravagée, fatiguée. Mais cette fois, elle était claire. Elle venait directement dans la pièce, derrière lui. « Merci, Julien, » dit la voix avec une gratitude macabre. « Tu as tenu le combiné, tu as ouvert la porte. Maintenant, c'est mon tour de vivre, et le tien de sonner. » Julien laissa échapper le combiné. Il se retourna. L'être était là, dans la chambre avec lui. Les longs cheveux noirs s'écartèrent lentement. Et Julien vit son propre visage, vieilli de 20 ans, déformé par une terreur permanente, les yeux cernés et fous. C'était lui dans le futur. L'appelant était Julien, piégé dans cette dimension depuis des années, essayant désespérément d'appeler à l'aide, de trouver quelqu'un pour prendre sa place. La boucle était bouclée. Le téléphone sur la table de chevet se mit à sonner. Le téléphone moderne. L'appel venait du grenier, dans la réalité de Julien. Un nouveau jeune homme venait de trouver le vieux téléphone noir. Il allait décrocher. La porte allait se rouvrir. Julien, l'ancien Julien, maintenant l'appelant, s'assit sur le lit, le regard vide. Il tendit une main tremblante vers le combiné qui sonnait. Il avait un rôle à jouer. Il devait répéter les mots. Il devait appeler son nom. L'éternel appel. La malédiction du téléphone noir. Et quelque part, dans un grenier des Cévennes, un étudiant curieux vient de soulever un vieux combiné glacé, et une voix au bout du fil murmure déjà son prénom.